l'occasion de donner la parole à Daniel Simonet, qui est également notre invité ce matin. Et votre voix est importante aussi dans cette nouvelle Assemblée. Vous avez été réélu, on le rappelle, vous êtes ex-insoumis, on peut dire cela, et élu en tout cas sans l'étiquette de la France insoumise. Comment vous voyez justement tout cela aujourd'hui ? Déjà, il faut aussi un peu s'attarder sur cette élection. Qu'est-ce qui a fait qu'alors que tout le monde pensait que l'extrême droite allait prendre le pouvoir dans ce pays, qu'est-ce qui a fait que finalement le nouveau Front populaire a gagné cette élection législative? C'est deux choses très importantes. L'unité, une unité très forte autour d'un programme de rupture. Et qui fait que plein de citoyens et de citoyennes se sont y compris engagés, pas simplement avec leur bulletin de vote, mais se sont engagés pour militer. Alors qu'ils, pour la plupart, ils n'avaient jamais eu d'engagement politique auparavant. On a eu vraiment des mobilisations et des implications citoyennes dans plein de circonscriptions. Et finalement, ce n'est pas les directions des partis politiques qui décidaient, mais c'est vraiment les femmes et les hommes qui, ensemble, font le Front populaire à la base, qui le décidaient. Par exemple, si vous reprenez Hendrik Davy, Alexis Corbière et moi-même, qui étions les purgés par la direction de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui, eux, pensaient être propriétaires des circonscriptions et pouvoir dire « Ah, écoutez, tiens, là, je mets ici, là, je retire telle personne parce qu'elle est trop en désaccord avec moi, je mets telle autre. » Il a subi un désaveu, mais total. Moi, j'ai fait 74% sur ma circonscription. C'est un score de dictateur africain, ça. C'est une humiliation pour la direction de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est aussi parce que celles et ceux qui ont des engagements politiques, qui ont des engagements syndicaux, mais aussi toutes celles et ceux qui se sont retrouvés dans les mobilisations de parents d'élèves ou contre le choc des savoirs ou pour la solidarité avec les familles à la rue. Et puis aussi tous les citoyens qui connaissent, disent « mais on ne nous dicte pas d'en haut ». Donc il y a cette besoin de démocratie dans le pays et ce besoin de pérenniser les assemblées du nouveau Front populaire. Et en tout cas, ce n'est pas selon vous, avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, où vous parlez de purge. Est-ce qu'on peut parler de purge ? Bien sûr, il a organisé une purge. Vous aviez un accord qui prévoyait la reconduction des sortants. Tous les partis le respectent. Il n'y en a qu'un qui ne le respecte pas. Le vendredi soir, la veille du week-end, date butoir, dépôt des candidatures, à 23h22, je reçois un mail me disant que j'étais plus investi, alors que 2 jours avant, ils nous avaient envoyé les documents pour faire les professions de foi. Même chose pour Alexis Corbière. Dans ce cas-là. Et donc, on a Raquel Garrido qui a fait une formidable campagne, mais qui est arrivée 3e et qui, dans une très grande dignité, s'est désisté. Ce que n'ont pas fait les candidats face à Alexis et face à moi. Donc, on a une direction de la France insoumise qui a montré une brutalité et un mépris de la démocratie très fort, avec en plus des campagnes très crades, avec de la diffamation, je veux dire, qui a été insupportable. Alexis Corbière traité de raciste, enfin n'importe quoi. Bon, et qui fracture en fait, qui a affaibli la dynamique du nouveau Front populaire, alors que le danger était l'extrême droite. On aurait pu avoir plein d'autres députés. Moi, je suis très en colère, par exemple, que beaucoup de députés soient allés soutenir, enfin plutôt se soient mobilisés pour essayer de faire battre Alexis Corbière et moi-même, plutôt que de sauver et de faire réélire Rachel Keke et tant d'autres députés qui ont été battus. Le Front populaire et la France insoumise auraient pu être beaucoup plus forts aujourd'hui. Alors, vous parlez de purge, et c'est important parce que ce matin, justement, Mathilde Panot était interrogée par nos confrères. Et pour elle, il n'y a pas de purge, on l'écoute. Nous avons désinvesti des gens, Madame de Malherbe. C'est pas une purge. Non, ce n'est pas une purge. Sans leur dire et sans qu'ils puissent s'en défendre. Non, ça leur a été communiqué. Lorsque vous avez des personnes communiqué, donc il n'y a pas eu de discussion, ils n'ont pas pu se défendre, qui ne souhaitent pas siéger dans votre groupe politique, qui sont dans nos meilleures circonscriptions de France. La circonscription d'Alexis Corbière est la meilleure circonscription de France. Il a d'ailleurs été très largement réélu. La France insoumise. Eh bien, je crois qu'il est normal pour un mouvement politique, si on donne des responsabilités pour savoir qui est-ce qu'on investit, qu'on investisse des gens qui siégeront dans le groupe politique. Ça s'appelle juste investir des gens ou désinvestir des gens, ça arrive. Et moi, je dis qu'il n'y a aucun problème à vouloir choisir d'aller avec d'autres groupes politiques ou d'autres partis politiques, mais à ce moment-là, il faut de la clarté pour les électeurs et les électrices. C'est clair ? Non, mais c'est honteux de dire une chose pareille. Nous avions signé un engagement de participer au groupe La France Insoumise et nous n'avions nullement d'autres volontés. Par contre, oui, on était déterminés à continuer à mener cette bataille pour plus de démocratie
enfin, pour de la démocratie tout court, en fait, dans notre mouvement, parce qu'il n'y en a pas, et pour qu'il y ait une stratégie unitaire qui n'était pas du tout celle soutenue par la France insoumise. Et surtout, ce qui est dingue, c'est qu'elle parle d'investir, désinvestir. Mais qui investit, désinvestit? Un comité électoral. Qui a désigné ce comité électoral? La coordination des espaces, qui est la direction de la FI. Et qui l'a désigné? Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas de démocratie chez les insoumis. Il y a 0 vote. C'est pas démocratique. Exactement, il n'y a aucune instance qui n'a de... Mais ça, vous disiez pas ça quand vous étiez membre de la FI. Vous disiez c'est très démocratique. Nous menions cette bataille en interne sur la question démocratique. Ça fait... D'ailleurs, depuis l'affaire Quatennens, on disait c'est pas possible, il n'y a pas de démocratie, il est en train de piétiner notre programme féministe. C'est pas possible. Pendant la bataille des retraites, on n'était pas d'accord avec ce rapport avec le mouvement social de recherche en permanence de la compète de leadership. Il fallait aider l'unité du mouvement politique et syndical. Nous avions aussi surtout eu des désaccords sur toute la stratégie. Au lieu d'être sur une stratégie unitaire, Jean-Luc Mélenchon était tout le temps dans une recherche du clivage pour le clivage. Parce qu'on sent bien, en fait, son objectif, c'est d'être le candidat de 2027. Il sait qu'il ne sera pas investi par les autres forces de la gauche. Donc, il préfère péter les jouets unitaires qu'il a même lui-même construits pour avoir des députés. Quand, au contraire, la lutte contre l'extrême droite et l'enseignement de ce scrutin, c'est que c'est l'unité qui nous permet de gagner. C'est l'unité qui recrée de l'espoir et qui fait que le peuple se met en mouvement et s'arrache à l'abstention. Parce qu'il y a un programme de rupture, mais il y a surtout une unité qui permet de gagner. C'est la seule personnalité qui pose, selon vous, problème au sein de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ou il y a d'autres personnes autour? Le problème, c'est que ça fait système. C'est-à-dire que quand vous avez une absence de démocratie et puis, quelque part, un culte du chef, ça fait que vous avez des personnes qui suivent et ceux qui ne sont pas d'accord n'ont pas de cadre pour l'exprimer. Il y a de très belles personnalités à la France insoumise. Il y a des femmes et des hommes brillants qui ont un engagement chevillé au corps et qui sont vraiment utiles à la gauche. Le problème, c'est que vous avez aussi un système qui déforme. Je veux dire, moi, je ne pensais pas vraiment qu'un jour Mathilde Panot et Manu Bompard deviendraient des agents d'une purge, enfin des exécutants d'une purge, voire même pire, qu'ils enverraient plus de députés pour combattre leurs camarades avec des mensonges, avec des diffamations. Vous étiez au second tour, en l'occurrence. Mais c'est fou, ils ont déplacé des députés européens, des députés pour essayer de me faire battre, mais ils savent bien le boulot que je fais dans le 20e, que j'ai toujours développé une stratégie unitaire, qui a un ancrage dans les luttes, et qu'ils allaient perdre. Sur Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin? Notamment, je ne parle pas que des insoumis, je parle de la gauche globalement. Aujourd'hui, il est vu comme une forme de repoussoir, même pour des électeurs de gauche. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Mets-toi sur la touche, laisse une autre génération prendre le pouvoir à gauche. Qu'est-ce que vous avez envie... Là, si vous vous adressez à Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous lui dites? Il avait dit « faites mieux ». Et lui a fait pire. Et vraiment, j'ai envie de dire à tout le monde, écoutez, on ne peut faire mieux que sans lui, ça suffit. Et vraiment, courage à toutes et tous. Mais oui, il va falloir, je pense, on a besoin d'un nouvel outil, d'un nouveau cadre qui permet que soit les insoumis qui sont partis à bas bruit pendant ces 2 dernières années, parce qu'il y a eu plein d'autres sujets, je pense qu'on s'est tous retrouvés à travers la bataille pour le cessez-le-feu, la paix, la reconnaissance de l'État de Palestine, mais on ne s'est pas retrouvés derrière le fait qu'il a fallu 3 mois avant de reconnaître que c'était des actes terroristes, les actes du Hamas. Et on ne se reconnaît pas derrière ces petites phrases comme quoi l'antisémitisme serait résiduel. Non, dans ce pays, il y a une bataille à mener contre le racisme et contre l'antisémitisme qui vont de pair. Bon. Donc je pense qu'on a besoin d'un outil qui permette à la fois aux insoumis qui sont partis à bas bruit depuis 1, 2 ou plus, et ceux qui pour l'instant restent, mais qui permettent d'avoir un cadre de réflexion, un cadre de débat au service de la démocratie et de l'unitaire, mais surtout au service de la pérennisation des assemblées du nouveau Front populaire. Et vraiment, cette question-là, elle est forte. Et je pense que là, il y a une erreur qui est en train d'être faite à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faudrait une photo commune de tous les parlementaires du nouveau Front populaire. Il faudrait un groupe commun de tous les parlementaires du nouveau Front populaire. Mais d'ailleurs, dès le premier soir, dès le premier tour, en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon était seul. Il faudrait une assemblée générale de tous les parlementaires du nouveau Front populaire pour discuter de cette question, justement, du Premier ministre. Et cette nécessité absolue de défendre le programme et de refuser les petites combinaisons qui remettraient en cause le programme. Mais vous avez raison, vous me signalez que dès le premier soir du premier tour, ça a été, et du deuxième tour, c'est la compète à qui va parler en premier.
Et à chaque fois, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parvient à parler en premier. Hein. Mais pourquoi ils ne sont pas capables d'avoir une culture unitaire et de parler en même temps avec, un insoumis, un ou une insoumis, écologiste, communiste, socialiste, montrer la diversité. Je veux dire, pourquoi qui a ils n'y arrivent réussi pas, alors, selon vous? Pourquoi ils n'y arrivent pas? Mais c'est parce pourquoi qu'ils vous n'y arrivez pas? Parce que vous êtes dedans. ne comprennent pas la période. Vous savez, je vais vous dire, le plus beau meeting qui a été fait dans cette campagne, c'est celui notamment à l'initiative de Julia Cagé à Montreuil, c'est-à-dire des intellectuels, des syndicalistes. Le plus gros rassemblement, c'était Place de la République, avec les médias indépendants et le mouvement associatif. Donc il se passe dans ce pays un mouvement profond, qui a conscience que le boulot est loin d'être fini. Parce que l'extrême droite a quand même néanmoins fortement progressé. Donc il faut qu'on soit nous aussi en capacité de se remettre en cause et de réfléchir aux méthodes d'éducation populaire, d'auto-organisation, de solidarité pour reconstruire. Alors, mais on Daniel sait Simonet. aussi qu'il y aura un rapport de force pour un gouvernement du Nouveau Front Populaire qui nécessitera que les assemblées du Nouveau Front Populaire donnent de la force à ce gouvernement pour augmenter le SMIC, abroger la contre-loi sur les retraites, asile, immigration ou choc des savoirs, et pour organiser la conférence salariale sur les salaires. On a bien compris votre message. Maintenant, anticipons un peu la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour tous les dissidents insoumis comme vous? François Ruffin a dit qu'il n'allait pas siéger dans le groupe LFI à l'Assemblée nationale. Vous, quel est votre choix à présent? Et est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez amener dans votre sillage d'autres personnalités, peut-être des insoumis ou d'autres tendances politiques? C'est très tôt. Vous n'allez pas siéger avec les insoumis. Aujourd'hui, vous êtes divers gauche. Mais... Je suis aujourd'hui exclu de la France insoumise. Et la purge, elle ne s'est pas arrêtée simplement à notre... comment elle a dit Des investitures. Quelle vague hypocrisie. Je veux dire, on a été déconnectés de la plateforme. Hein. Vous savez que l'AFI, c'est l'ubérisation de la politique. Donc, nos groupes d'action, qui sont nos sections locales, ont été dissoutes. Plus accès aux mails, plus accès... Exactement. Les militants qui ont liké ce que nous faisions, alors pire encore, ceux qui ont participé à nos campagnes ont été exclus de la plateforme sans même un échange. Hein. Moi, j'ai eu un mail à 23h22. J'ai essayé de laisser des messages à Manu Bompard, Daniel Simonet, attendez, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Pourquoi vous ne répondez pas? François Ruffin, il a répondu, lui. Il a dit « Je ne siégerai pas avec les LFI ». C'est clair. Oui, mais ça, c'est même pas une question de choix, puisqu'on est exclu de la France insoumise. Non, mais d'accord. Alors, on va poser la question d'une manière un peu plus large. En fait, parmi le Parti socialiste, ou encore les écolos, voire le Parti communiste, qui sont les autres alliances de cette gauche, est-ce qu'il y a un parti qui vous donne plus envie que d'autres, sachant que pour créer un groupe, il faudrait que vous soyez au moins une quinzaine. Donc pour l'instant, ce qui n'est pas le cas. Pour l'instant, on souhaiterait qu'il y ait un grand groupe Nouveau Front Populaire qui prenne... des dissidents, des insoumis, l'ensemble des députés, un grand groupe Nouveau Front Populaire de tous les députés Front Populaire. C'est ça. Sans les mélenchonistes. Un grand groupe. Alors un grand groupe, c'est tout le monde. Hein. D'accord, même avec les mélenchonistes, même avec Mathilde Panot, Manuel Bompard. Un grand groupe de tout le Front Populaire. Moi, je pense qu'il faut aussi être en capacité de dire franchement les choses, et en même temps de se dire que face à l'extrême droite et pour répondre aux urgences dans ce pays, on travaillera tous ensemble, même avec ceux qui ont tenté quelque part de me purger, de me tuer politiquement. Moi, je suis prête à retravailler avec tout le monde. Évidemment que je sais pertinemment qu'on a besoin, nous aussi, de prendre du temps et de construire un autre espoir. Parce que là... Et pourquoi, par exemple, ne pas rejoindre le groupe des communistes ou des socialistes? Vous êtes assez proche aussi de ces gens-là pour dire, marquer le coup et dire les mélenchonistes, c'est fini. On ne va pas rejoindre un groupe. Donc, on va voir, est-ce que ce nouveau groupe Front Populaire peut se faire? Ça semble compliqué. Est-ce que s'il ne peut pas se faire, est-ce qu'un autre groupe se fera qui puisse incarner le plus la richesse de la diversité et de l'unité? Je le souhaite. En tous les cas, ce qui est clair, moi, le message que je veux faire passer, c'est vraiment, dans toutes les circonscriptions, continuer, et je le dis à tous les députés, quelle que soit leur sous-étiquette au Nouveau Front Populaire, vous êtes redevables du Nouveau Front Populaire, faites vivre les assemblées du Nouveau Front Populaire. Et aux camarades insoumis ou ex-insoumis, je pense qu'on doit prendre des initiatives pour être capable de réfléchir et de faire monter dans ce pays cette aspiration démocratique et unitaire que la direction de la France insoumise a de fait piétiné. Vous qui connaissez bien le parti Daniel Simonet, est-ce que vous pensez au lendemain de ces législatives, de ce second tour, qu'il y a des personnes qui finalement, par peur du chef, par peur de ne pas avoir été investies, pourraient justement vous rejoindre? Alors, concernant la peur, parce qu'il est sûr que
les méthodes dont ils ont fait, leur méthode de purge est adossée en fait à un climat de terreur dans le groupe. Il faut savoir que quand on exprimait des désaccords, notamment sur la caractérisation des actes terroristes du Hamas du 7 octobre, on nous disait sur les boucles Telegram entre députés, cassez-vous, dégagez. Donc ça montrait quand même un niveau d'irrespect. Des députés, vos collègues députés qui nous disaient ça cela, sur les boucles exactement. Telegram. Donc ça montre le niveau d'irrespect de la bataille démocratique, de la discussion politique. Si on ne se respecte pas pour débattre, qu'est-ce qu'on peut produire ensemble ? Bon, il y avait donc une tension qui s'est fortement accentuée. Et je ne pense pas qu'elle va disparaître au lendemain de la purge. Et je ne pense pas que tous les camarades députés sont ravis de ce qui s'est passé. Mais alors pourquoi ne pas monter votre groupe, puisque vous voyez bien que ça va être compliqué de travailler avec eux ? Alors certains ont peut-être besoin de temps parce qu'ils viennent d'être élus, parce qu'ils peuvent espérer que ça puisse changer. Vous avez aussi des nouveaux élus qui vont donc souhaiter voir comment ça se passe. Je dis à toutes et tous, moi je ne crois pas qu'ils changeront. Voilà, je ne crois pas qu'ils changeront et je pense que voilà, dans ce pays, il y a une très forte attente à une gauche qui soit à la fois adossée à ce magnifique programme du nouveau Front populaire, qui reprenait beaucoup de la NUPES et du programme L'Avenir en commun de la France insoumise, mais avec de la démocratie et avec une stratégie unitaire. Daniel Simonet, venons-en au Premier ministre, oui. Ce qui est quand même aussi un sujet extrêmement important. Quel profil voyez-vous ? Voilà, votre collègue Aurore Lalucq disait tout à l'heure, il faut prendre le temps et il faut un profil consensuel. Vous êtes d'accord avec ça ? Ou est-ce qu'il faut aller quand même assez vite ? Parce que Emmanuel Macron peut très bien vous dire voilà, vous avez pris trop de temps, vous n'êtes pas en capacité de me présenter un nom en temps et en heure, donc c'est moi qui vais choisir. D'abord, sur le mot consensuel. Consensuel pour qui ? Consensuel pour tous les groupes du nouveau Front populaire ou consensuel avec Macron ? Moi, je pense qu'il y a déjà une chose très claire. Tout dépend si vous voulez une coalition ou que la gauche gouverne. Toute force politique et tout député qui souhaitera participer à un gouvernement de coalition avec Macron, qui est responsable du chaos, se décrédibilisera pour la suite. Nous avons été élus sur un programme, ça nous donne mandat vis-à-vis du peuple. Et on doit défendre ce programme. Par exemple, vous prenez la question de la hausse du SMIC, du dégel du point d'indice, donc de la bataille sur le pouvoir d'achat. Bien. Si certaines mesures peuvent être prises par décret, d'autres vont nécessiter que sur la question du budget, on soit très clair et qu'on taxe les super riches, qu'on taxe les gros actionnaires du CAC 40 qui se sont gavés sur le dos du peuple, qu'on aille chercher l'évasion fiscale qui ces années successives ont appauvri le pays pour pouvoir financer la redistribution des richesses. Sur l'abrogation, par exemple, de la réforme des retraites, quel compromis sur cette base-là vous pouvez faire avec des macronistes qui sont opposés à cela ? On a bien compris, mais sur l'abrogation, par exemple, de la réforme des retraites qui est dans votre programme du Nouveau populaire ou alors de la loi immigration, il faut trouver une majorité. Comment vous allez faire ? Alors, vous avez aussi des abrogations et des annulations de décrets qui peuvent être prises. Par exemple, mais là, est-ce qu'on ne va pas vous le reprocher ? Sur le choc des savoirs, prenez l'exemple des chocs des savoirs. Le choc des savoirs, c'était M. Attal, moitié Premier ministre, ministre de l'Éducation et qui cumulait tous les postes, qui avait imposé cette réforme sans une seule discussion à l'Assemblée nationale. Sans une seule discussion. Vous avez eu une mobilisation dans ce pays historique, notamment dans le 93, mais aussi à Paris et un peu partout en France, des enseignants et des parents d'élèves contre cette réforme. Bon, cette réforme, il faut la retirer. Oui, mais par décret, ça va pas être très populaire. Vous avez reproché Elle n'a pas été débattue, cette réforme, à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, elle est illégitime. Mais vous avez reproché l'enchaînement des 49.3 d'Elisabeth Borne et vous voulez tout faire passer par décret. Non, je n'ai pas dit ça. Donc après, il y a une responsabilité. On doit interpeller Emmanuel Macron. Il est responsable de ce chaos dans ce pays. C'est bien sa politique qui a généré à la fois de la désespérance sociale et sa politique qui, en mettant par exemple la préférence nationale dans la loi, qui a validé le discours de l'extrême droite de ce pays. Et donc qui a encouragé cette montée du Rassemblement national. Macron, par la dissolution, est responsable de cela. Fort heureusement, la gauche a réussi à gagner par son unité, qu'il respecte cela. Et ça veut dire qu'il doit permettre et laisser ce gouvernement du nouveau Front populaire pouvoir appliquer son programme. Le programme, rien que le programme. Vous dites comme Jean-Luc Mélenchon, là, du coup. Comment ? Vous dites comme Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il a dit au soir de ce second tour. Je pense et je le souhaite que tous les groupes du nouveau Front populaire, tous les parlementaires du nouveau Front populaire respectent cela. Le programme, nous sommes redevables de ce programme. Parce qu'il y a une attente dans ce pays. Et
Il ne faut pas la désespérer. Il ne faut pas la trahir. Il faut la respecter. Vous parliez d'Emmanuel Macron, direction justement l'Élysée, si vous le permettez. On va retrouver Majid Kat. Bonjour Majid, depuis les résultats du second tour, pas de prise de parole, on le rappelle, du président de la République. Emmanuel Macron va-t-il s'exprimer avant son départ demain pour les États-Unis? On dit qu'il peaufine sa stratégie pour construire justement cette nouvelle majorité parlementaire. Tout se joue en coulisses, Christophe. Le président de la République, Emmanuel Macron, ne prendra pas la parole avant de prendre la direction de Washington. Il est attendu demain à Washington pour un sommet de l'OTAN. Là-bas, il devrait prendre la parole, mais pas sûr qu'il évoque la situation politique en France. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en coulisses, ça s'agite avec notamment la volonté, l'offensive pilotée du côté de l'Élysée, avec la volonté d'obtenir la coalition la plus large possible. L'objectif du président de la République, c'est tenter de convaincre des députés socialistes, des députés écologistes pour tenter d'obtenir une majorité relative. Pour l'instant, c'est Gabriel Attal qui gère les affaires courantes, mais clairement, du côté de l'Élysée, ça s'agite avec des tractations et des rencontres. Il y aurait même des émissaires du président de la République qui tenteraient de convaincre certains députés, selon nos sources et selon les informations du service politique de France Télévisions. Une chose est sûre, je n'ai pas de boule de cristal, mais ça risque de mettre du temps pour la nomination d'un nouveau Premier ministre. Effectivement, ce qui semble effectivement se préfigurer. Merci beaucoup Majid Kat en direct de l'Élysée. Nous sommes toujours avec Daniel Simonet. On accueille également Damien Mascret pour. On va parler dans un instant d'un chapitre sanitaire et d'un petit moustique qui nous embête. Avant cela, Clémence Delabaume nous a rejoint pour le chapitre économique. On va commencer avec vous, même si on a encore 2 ou 3 questions, Daniel Simonet, avant de vous libérer. Clémence, c'est à vous, avec notamment les patrons qui sont inquiets de ce programme économique. Oui, regardez, c'est la une des Échos ce matin. Entreprise, la grande peur de l'instabilité. En fait, la preuve de cette inquiétude du monde économique, c'est que absolument tout s'est arrêté. Il n'y a plus aucune décision ou presque qui se prend, plus de décision d'investissement, plus de décision d'embauche. Et le MEDEF, l'organisation patronale, a une expression assez emblématique pour décrire ce qui se passe en ce moment. Il parle d'économie en glaciation, ce sont ces mots. Donc on attend de voir ce qui va se passer, on attend de voir quelle sera la politique menée, avec évidemment une crainte qui est très importante, c'est la crainte du virage à gauche sur l'économie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le programme du nouveau Front populaire est jugé extrêmement anti-entreprise. Et il y a une mesure qui est particulièrement redoutée des patrons, une mesure particulièrement anxiogène, c'est, vous le voyez, la hausse du SMIC de 1400 à 1600 euros net. Et c'est d'autant plus anxiogène pour les patrons que cette mesure, elle n'a pas besoin du vote, elle n'a pas besoin de l'Assemblée nationale, elle n'a pas besoin du Parlement pour être mise en application. Un simple décret suffit, donc ça peut se faire très vite. Ce que dit le patronat, c'est que soit ça va créer du chômage, parce que grande majorité des entreprises ne pourront pas absorber cette hausse du coût du travail, même si le nouveau Front populaire dit qu'il va aider les petites entreprises qui représentent quand même, il faut le dire, 90% du tissu des entreprises en France. Soit cette mesure de hausse du SMIC va créer de l'inflation, et c'est vrai que certaines entreprises disent qu'elles vont devoir, si cette mesure est mise en application, répercuter cette hausse du SMIC sur les prix, ce qui va créer de l'inflation, ce qui serait quand même le comble, puisque l'objectif de ces 1600 euros net, c'était justement de redonner du pouvoir d'achat aux gens. Concernant ce SMIC, justement, Daniel Simonet, on va essayer de répondre à chaque fois question par question. Comment vous pouvez justement rassurer les patrons lorsqu'ils disent que c'est l'une des mesures les plus anxiogènes? Alors, d'abord, il y a plusieurs patrons. Hein, ils ne sont pas tous pareils, les patrons. Entre un patron du CAC 40 et un patron d'une petite entreprise de l'artisanat, ce n'est pas du tout la même réalité. Donc moi, mais les petites entreprises, c'est 90% des entreprises françaises. Alors, premièrement, je n'ai pas du tout envie de rassurer les patrons du CAC 40. Parce que quand on voit comment les dividendes reversés aux actionnaires ont explosé au mépris d'une redistribution des richesses par la hausse des salaires, eh bien oui, ils ont raison de s'inquiéter, parce que maintenant, ça suffit. Alors, à défaut, les 90% des autres... Laissez-moi finir ma phrase. Donc, non seulement les patrons du CAC 40 doivent accepter ces augmentations de salaire, mais ils vont, de fait, être aussi mis à contribution par une autre fiscalité pour pouvoir abonder un fonds de péréquation qui fait que les petits patrons, les petites entreprises, artisanat, puissent être
aidés par ce fonds de péréquation, accompagnés pour cette augmentation du SMIC. Il y a aussi quelque chose qui est quand même dingue dans ce pays. Je veux dire, la fiscalité des petites entreprises, ce que paye une entreprise au niveau de sa société n'est pas du tout la même chose que ce que payent des grandes entreprises qui arrivent à chaque fois à faire de l'optimisation fiscale et de l'évasion fiscale. Il y a une injustice ici qui est énorme et à laquelle les gouvernements successifs ne se sont jamais attaqués. Ça n'est pas acceptable que l'impôt sur les sociétés soit à chaque fois payé plein pot par les petites entreprises quand les autres y échappent, alors qu'ils devraient au contraire aussi contribuer bien plus, notamment sur la taxation du capital. Donc il y a vraiment une redistribution des richesses autrement à penser. Et par ailleurs, il y a aussi un cercle vertueux. Quand vous augmentez les salaires, si vous permettez justement aux gens d'avoir un peu plus de respiration, et donc vous augmentez une certaine forme de consommation, alors on n'est pas pour le consumérisme, mais qui permet aussi de recréer de l'activité. Et alors ça convainc pas les chefs d'entreprise qui sont justement plutôt pour une politique de l'offre et qui craignent ce coup d'arrêt à la politique de l'offre. Et cette logique de la politique de l'offre, non seulement a montré qu'elle était totalement aberrante parce qu'elle n'a jamais créé de l'emploi dans ce pays, et qu'en plus elle était bien souvent absurde d'un point de vue écologique. Elle a permis à la France d'être la plus attractive d'Europe en termes d'investissement étranger pour 5 années consécutives quand même. Est-ce qu'elle a permis à la France de se réindustrialiser? Non, donc il faut qu'on parte des besoins. Le mouvement de la réindustrialisation est entamé ici. Il faut donc partir des besoins. Quels sont les besoins sociaux? Quels sont les besoins écologiques? Et en fonction de ces besoins, eh bien, on permet de réorienter l'action des pouvoirs publics dans le soutien à la création d'emplois, dans le soutien à l'augmentation des pouvoirs d'achat pour permettre justement de recréer cette relance par le biais des besoins. Vraiment, ça nous semble être une question de bon sens. Et notre programme, par ailleurs, a été soutenu par la prix Nobel de l'économie, par de nombreux économistes. Donc, évidemment. Mais pas par l'entreprise et donc le monde réel. Non. Demandez. L'entreprise, vous savez, c'est qui d'abord? D'abord, c'est à 90% ceux qui font vivre les entreprises. C'est-à-dire, c'est les travailleurs de ce pays. Donc, arrêtons de croire que l'entreprise n'est représentée que par les patrons. Et ensuite, arrêtons de croire que le MEDEF qui représente les patrons du CAC 40 représente l'écrasante majorité de ce qui fait véritablement l'UDP qui représente les petits artisans et les petits commerçants n'est pas convaincu non plus. Parce que je ne vous parle pas que du MEDEF. Parce qu'ils ne voient pas tout l'accompagnement que nous souhaitons instaurer. Et cet accompagnement, il est essentiel. Moi, je vais vous dire, arrêtons de croire qu'on peut continuer dans la restauration à recruter en sous-payant les gens alors que les conditions de travail sont pénibles. Et arrêtons de se voiler la face sur ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs où ils ne veulent pas augmenter les salaires et où du coup ils surexploitent des travailleurs sans papier qu'il est urgent de régulariser. Regardons cette réalité en face. Les secteurs en ce moment en tension qui ont du mal à recruter doivent assumer d'augmenter les salaires. Pourquoi est-ce que dans l'hôpital public, on n'arrive pas à recruter des aides-soignants, à recruter des agents du service hospitalier, à recruter dans tous les métiers? Parce qu'à un moment donné, il faut revaloriser les salaires et regarder les conditions de travail pour les améliorer. Même si financièrement, ça va être un peu compliqué, comme le disait assez bien le chef de l'État, il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique et pourtant, on en distribue sans arrêt. L'argent magique, c'est quand on ferme les yeux sur l'évasion fiscale. L'argent magique, c'est quand on donne plein d'aides à des entreprises sans aucun contrôle, sans aucune contrepartie. Donc, moi, je vous l'ai dit, il y a eu en 20 ans, sur la richesse produite, un énorme balancier colossal dans les poches du capital. Donc, il faut absolument réorienter la richesse produite pour qu'elle réponde à l'intérêt général. Daniel Simonet, ça c'est pour le SMIC à 1 600 €. Mais il y a plein d'autres mesures, Clémence, qui inquiètent également les patrons. Oui, on peut parler de l'indexation des salaires sur l'inflation, mais c'est la même logique. On peut parler aussi de l'augmentation des impôts sur les entreprises. En fait, c'est ce que je vous disais, ce qui inquiète à la fois les grands et les petits patrons, c'est qu'on mette un coup d'arrêt à la politique de l'offre qui a été mise en place par François Hollande et qui a été poursuivie par Emmanuel Macron. Je le rappelle, la politique de l'offre, c'est quoi? C'est quand on baisse les impôts et les charges qui pèsent sur les entreprises pour leur permettre d'investir et de créer de l'emploi. Et la gauche, comme vous le disiez très bien, Madame Simonet, c'est que la gauche mise plutôt sur une politique de la demande, c'est-à-dire que on redonne du pouvoir d'achat aux gens pour leur permettre de consommer davantage et donc de remplir les carnets de commandes des entreprises. C'est l'éternel débat, en fait, entre les économistes de gauche et les économistes de droite. Et Clément, c'est une perspective qui ne rassure pas non plus les patrons étrangers.
Non, effectivement, ça faisait 5 ans qu'on était premier en Europe en termes d'investissement étranger. Bon, là, clairement, ça risque de changer. Il y a des inquiétudes. Les investisseurs étrangers, donc les patrons étrangers, risquent de créer des usines ailleurs, planter des sites ailleurs, créer des emplois ailleurs. On risque effectivement de perdre de notre attractivité. C'est ce qu'on voit dans les enquêtes. Les enquêtes d'opinion. Merci Clémence pour le chapitre économique. On a encore avec Antoine une ou deux questions, notamment sur la ligne, et c'est important Antoine. Oui, et juste un tout petit mot sur l'ISF, on n'en a pas parlé. Ça, vous y tenez dans votre programme, vous voulez essayer de le faire voter. Sur la fortune, bien Mais ça, sûr. pareil, sans majorité, comment ça passe? Franchement, là, c'est très clivant comme mesure. C'est très, très clivant. À droite, c'est impossible, les macronistes, ça semble compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il y a besoin de continuer aussi à la base dans le pays la mobilisation des assemblées du nouveau Front populaire. Parce qu'on a besoin que les citoyens et les citoyennes qui ont adhéré à ce programme aident ceux qui souhaitent le réaliser, le mettre en œuvre. Le gouvernement du nouveau Front populaire va avoir besoin que dans tout le pays s'exprime cette aspiration à restaurer l'ISF, cette aspiration à la justice fiscale. Pareil sur les questions écologiques. On va avoir besoin que le pays continue sa mobilisation pour dire non, les grands projets anti-écologiques, il faut les abandonner. Il faut préserver l'eau dans ce pays et arrêter les bassines. Il faut vraiment prendre en compte qu'il y a une bifurcation écologique nécessaire et les grands projets type A69, il faut absolument les mettre au placard. Vous parlez d'un pays qui doit continuer sa mobilisation. J'imagine que vous faites référence aussi à ce qui s'est passé dimanche soir avec des Français qui se sont mobilisés. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un vote d'adhésion pour la gauche et pas plutôt un vote de rejet de l'extrême droite Il y a eu les deux, en fait. Et je pense que ça s'articule. Vous n'auriez jamais eu un tel mouvement pour rejeter l'extrême droite s'il n'y avait pas un moteur qui était l'aspiration à un programme de rupture. Les deux vont toujours de pair dans notre histoire. Je vais vous dire, quand il y a eu la résistance à l'occupation nazie, la résistance contre le pétainisme a été étroitement adossée au programme du Conseil national de la résistance. Ça s'est fait ensemble. C'est quand ils étaient dans l'obscurité la plus totale, la plus angoissante, avec un pays complètement effondré, qui se sont dit il faut aussi qu'on construise un espoir, parce que l'espoir, c'est notre survie et c'est notre moteur pour pouvoir résister. Vous faites la comparaison entre l'extrême droite actuelle, le Rassemblement national, et ce qui s'est passé pendant la guerre. Les périodes ne sont pas les mêmes, mais bien sûr que je fais un parallèle. Je pense que quand on résiste, l'énergie, on la tire du plus grand espoir qu'on peut faire. Et on était capable, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de créer le système de protection sociale, qui est énorme. Aujourd'hui, on doit être en capacité de pouvoir justement avoir une politique qui redonne l'espoir sur le fait que la solidarité, c'est possible. J'ai une dernière question. C'est possible. Et respecter véritablement la démocratie, c'est possible. J'ai une dernière question pour vous, Daniel Simonet. Vous parliez de résistance. Ce mot et les mots ont leur importance. Après le 7 octobre, justement, et c'est là où peut-être votre groupe s'est divisé, ou en tout cas, on a eu du mal à voir quelle était la ligne. Certains d'entre vous, dans votre groupe, ont parlé de résistance. Et on sent bien que entre le premier et le second tour, LFI, qui avait plutôt une fonction qui était assez floue par rapport à tout cela, s'est rallié derrière ce mouvement, ce nouveau mouvement, où ils ont dit oui, effectivement, ce sont des groupes terroristes, le Hamas. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis plusieurs mois, quasiment 8 mois. Alors, moi, d'abord, dès le début, j'estimais que c'était le mot adapté, de dire que ce sont des actes terroristes quand, dans une rave party, vous assassinez tous ces civils, quand il y a eu tous ces viols, ces assassinats d'enfants. Et je pense qu'on aurait gagné à être beaucoup plus audible, à le dire clairement dès le début. Je crois que M. Jean-Luc Mélenchon... Ça a été une vraie erreur. C'est une vraie erreur politique. Jean-Luc Mélenchon l'a dit 2 ou 3 mois plus tard dans un média. C'était des actes terroristes. Bon. Donc trop tard. Je pense qu'il fallait le dire dès le début. Et surtout, je pense qu'il y avait aussi dès le début une réflexion unitaire à avoir. Parce que si les actes du Hamas terroristes sont horribles, en aucun cas la fin ne justifie les moyens dans ce pays. Enfin, dans ce pays, partout dans le monde, on a un droit international et ça ne justifie pas du tout la politique d'Israël. Mais vous pensez que dans ce groupe, il y a encore certaines ambiguïtés, des massacres et des crimes de guerre, et le sujet n'est pas derrière nous, ça continue. Aujourd'hui encore,
la bataille pour exiger un cessez-le-feu, pour exiger la reconnaissance de l'État de Palestine, pour exiger le respect du droit international, j'aimerais qu'on l'entende un peu plus. Parce qu'on ne peut pas utiliser un sujet et passer à un autre. Le problème, il est toujours là. Daniel Simonet, je vais être très cash. Est-ce qu'il y a des antisémites à la France Insoumise aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Alors là, par contre, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'antisémites à la France Insoumise. Et il n'y a personne, à ma connaissance, qui a été condamné à gauche pour antisémitisme. Par contre, à l'extrême droite, ça, il y en a un paquet. Et donc, ceux qui ont joué sur cette inversion sont des irresponsables, parce qu'il y a suffisamment de vrais antisémites à combattre pour pas s'en inventer d'autres. Par contre, il faut aussi prendre conscience qu'on ne peut lutter contre le racisme qui s'est développé de manière hallucinante, au moins depuis 2015, si ce n'est avant, contre nos concitoyens musulmans, réels ou supposés, contre les personnes issues de l'immigration. Tout ce racisme-là, on ne peut le combattre que si on combat en même temps l'antisémitisme. Ça va de pair. Et on ne peut combattre l'antisémitisme qu'en combattant aussi le racisme. Et la compréhension qu'il y a un racisme systémique dans notre pays nécessite aussi de comprendre que si on s'y attaque sans s'attaquer à l'antisémitisme, on va provoquer le développement de l'un et de l'autre. Merci beaucoup Daniel Simonet d'avoir été